Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.2 du semestre 1, cycle de la vie et grandes fonctions, sorti en janvier 2022 à l'université Paris-Saclay. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons à la partie 1. Les fondamentaux du corps humain et de la régulation. Imagine ton corps comme une ville parfaitement organisée. Chaque cellule est un petit habitant. Chaque organe un quartier avec sa spécialité. Et pour que la ville reste équilibrée, il faut un rythme, une énergie, une harmonie. Les rythmes du corps. Le rythme cardiaque, ce battement régulier dans ta poitrine, appartient à un rythme ultradien, un rythme plus rapide qu'un cycle de 24 heures, comme un train qui passe plusieurs fois dans la journée. A l'inverse, ton sommeil ou ton cycle veille-sommeil suit un rythme circadien, lui calé sur le jour et la nuit. Donc piège classique, beaucoup confondent circadien et ultradien. Retiens que ton cœur bat plusieurs fois par minute, donc bien plus souvent qu'une fois par jour. Le moteur de la vie, le métabolisme. Ton organisme fonctionne grâce à un grand échange permanent entre anabolisme et catabolisme. Le catabolisme, c'est le démontage des molécules. Ton corps casse les grandes pièces pour en tirer de l'énergie. Un peu comme on brûle du bois pour chauffer une maison. L'anabolisme, au contraire, c'est la phase de construction, quand on assemble les briques pour réparer et grandir. Ces deux faces du métabolisme sont inséparables, comme inspiration et expiration. L'organisation du vivant. Tout commence au niveau chimique, avec les atomes et les molécules. Ces molécules forment les cellules, véritables petites usines remplies d'organites. Le noyau, la mitochondrie, le réticulum endoplasmique sont des organites. Par exemple, les cellules se regroupent pour former un tissu, et plusieurs tissus forment un organe. Plusieurs organes travaillant ensemble créent un système, comme le système cardiovasculaire. Indispensable à une fonction vitale, faire circuler le sang. Piège fréquent, ne pas confondre tissu et organe. Le tissu, c'est le matériau. L'organe, c'est la structure finie. Nutrition et croissance. Pour grandir, il faut nourrir les cellules. La croissance n'est pas due uniquement à l'hormone de croissance, mais aussi à l'alimentation et à la santé du squelette. Les ostéoblastes, par exemple, sont comme les maçons de l'os. Ils construisent la trame osseuse. Les glucides sont des nutriments énergétiques. C'est le carburant rapide du corps. Petit repère énergétique, 1 g de protéines égale 4 kcal. Pas 10, comme on le croit souvent. Ce genre de détail fait la différence à l'examen. La géographie du corps. Si tu places la main sur ton haut du ventre, juste sous le sternum, tu es dans la région épigastrique. C'est là que se trouve l'estomac, grand chef du premier tri digestif. Visualise-le comme une grande poche souple tournée un peu vers la gauche, où commence le vrai travail de digestion. L'équilibre intérieur, l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur. Quand il fait chaud, tu transpires pour refroidir. Quand ton sucre sanguin monte, ton corps envoie de l'insuline pour le faire redescendre. Le système repose sur des rétrocontrôles négatifs. Il diminue le stimulus pour revenir à la normale. Le centre de régulation, souvent l'hypothalamus, fixe la valeur de référence, un peu comme un thermostat. Erreur classique, croire que l'hypothalamus est toujours le centre de régulation. Non, ce n'est pas systématique. Et penser que l'homéostasie signifie fabrication de protéines, c'est faux.
La régulation du pH. Pour éviter que ton sang devienne trop acide ou trop basique, ton corps s'appuie sur deux gardiens, les reins et les poumons. Les poumons éliminent le dioxyde de carbone, acide par nature. Les reins ajustent les ions. C'est un peu comme une équipe de ménage. L'un aère, l'autre nettoie les restes. La régulation de la température. Tu es un être endotherme, c'est-à-dire que tu fabriques ta propre chaleur. Le centre de régulation se trouve dans l'hypothalamus, pas dans le foie. Quand tu as chaud, ton corps déclenche la thermolyse, c'est par la transpiration et la vasodilatation. Quand tu as froid, c'est la thermogénèse, avec les frissons et la production de chaleur. Souviens-toi, lyse, c'est pour détruire. On détruit la chaleur. Et génèse, ça veut dire produire. On la crée. L'insuline, l'hormone du sucre. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas, pas par les lymphocytes. Elle diminue la glycémie, comme une clé pour ouvrir les portes des cellules pour laisser entrer le glucose. Son opposé, c'est le glucagon, qui augmente la glycémie. À retenir absolument, hypo, pour hypoglycémiant, c'est insuline. Et hyper, pour hyperglycémiant, c'est glucagon. On continue donc avec la partie 2, le système endocrinien. Installe-toi, respire et imagine que ton corps est une grande entreprise, dirigée par des messagers invisibles, les hormones. Partie 2, le système endocrinien, les messagers du corps. Les hormones, ce sont les courriers express du corps. Elles voyagent dans le sang pour transmettre des ordres à distance. Elles ne vont pas partout. Seules les cellules cibles qui possèdent le récepteur spécifique ouvrent leurs portes pour recevoir le message. C'est un peu comme une clé et une serrure. Spécificité absolue. Le chef d'orchestre, l'hypothalamus. Imagine un chef dans une salle de contrôle. L'hypothalamus surveille la température, la faim, le stress, le sommeil. Il envoie des ordres à l'hypophyse, juste en dessous, petite glande de la taille d'un pois, mais qui commande tout le reste. L'hypothalamus, c'est le cerveau des hormones. Il stimule la production de certaines hormones et régule tout le système endocrinien. L'hypophyse, la centrale de production. L'hypophyse est divisée en deux. La partie antérieure, adénohypophyse, et postérieure, neurohypophyse. Elle sécrète de nombreuses hormones clés pour la croissance, la reproduction, la lactation. Les principales à connaître absolument. L'hormone de croissance, GH, qui agit sur la croissance osseuse. La prolactine, qui stimule la production de lait. Et la FSH, hormone folliculostimulante. Et la LH, hormone lutéinisante, qui régule la production des gamètes et l'ovulation. Petit piège fréquent, beaucoup pensent que l'hypophyse produit la testostérone. Non, elle stimule les gonades pour qu'elles la produisent, mais elle ne la fabrique pas elle-même. C'est les gonades qui la produisent. Le rôle de l'hormone de croissance. La GH, ou growth hormone, en français hormone de croissance, est sécrétée par l'hypophyse. Elle stimule la croissance osseuse et la régénération cellulaire. Elle est régulée par la quantité de glucides et par des signaux hypothalamiques. Retiens, GH égale croissance plus glucose.
La glande thyroïde, la lampe du métabolisme. Imagine la thyroïde comme une lampe qui éclaire le métabolisme. Elle est située en avant de la trachée et fabrique deux hormones principales, la thyroxine, T4, et la triiodothyronine, T3. Ces hormones contrôlent la vitesse du métabolisme, comme le variateur d'une lumière. Mais pour fabriquer la thyroxine, la thyroïde a besoin d'iode. Un manque d'iode dans le régime alimentaire entraîne une baisse de production de la thyroxine T4, ce qui peut provoquer un goitre, gonflement du cou. La thyroïde produit aussi la calcitonine, qui diminue le taux de calcium dans le sanguin. Et oui, calcitonine égale thyroïde, PTH égale parathyroïde. Ne confonds jamais ces deux-là. C'est un piège classique de QCM. La parathormone, gardienne du calcium. La PTH ou parathormone est sécrétée par les glandes parathyroïdes. Elle augmente le taux de calcium sanguin en stimulant la libération de calcium des os et en augmentant la réabsorption par les reins. Souviens-toi du duo magique. Calcitonine fait baisser le calcium, PTH le fait monter. La vasopressine et l'équilibre hydrique. La vasopressine, aussi appelée ADH, hormone antidiurétique, est synthétisée par l'hypothalamus, puis libérée par l'hypophyse postérieure. Elle agit sur les reins pour réabsorber l'eau et maintenir l'équilibre hydrique. Imagine que c'est une main qui ferme un robinet. Elle évite que tu perdes trop d'eau dans les urines. Les glandes surrénales, les casernes du stress. Au sommet de chaque rein se trouvent les glandes surrénales. Elles ressemblent à deux petits chapeaux dorés posés sur les reins. Elles sont composées de deux zones, le cortex extérieur et la médulla intérieure. Le cortex sécrète des hormones comme les glucocorticoïdes, exemple cortisol, les minéralocorticoïdes, exemple l'aldostérone, et les androgènes. La médulla sécrète l'adrénaline et la noradrénaline, les hormones de la réaction, combat ou fuite. Retiens, cortex, c'est du long terme, stress durable, équilibre du sodium, hormones sexuelles. Médulla, c'est urgence, adrénaline, action immédiate. Piège d'examen, on croit souvent que les glandes surrénales sont sous les reins. Non, c'est au-dessus du pôle supérieur. Les hormones et leur vitesse d'action. Les hormones agissent plus lentement que les signaux nerveux, mais leurs effets durent plus longtemps et leur production est régulée par des rétrocontrôles négatifs. Quand il y a assez d'hormones, la production ralentit. Seules quelques rares hormones, comme l'ocytocine pendant l'accouchement, fonctionnent par rétrocontrôle positif. On vient de parcourir tout le système endocrinien, avec ses grandes glandes et leurs messages chimiques. On enchaîne avec la partie 3, le système immunitaire, raconté comme une aventure, celle d'un corps en guerre défendu par une armée organisée jusque dans les moindres détails. Prépare-toi à visualiser ton organisme comme un véritable royaume vivant, avec ses forteresses, ses soldats et ses armes biologiques. Partie 3, le système immunitaire, la guerre intérieure du corps. Imagine ton corps comme un royaume protégé par 3 lignes de défense. La première, ce sont les barrières physiques et chimiques. La peau
et l'acidité gastrique. Elles empêchent les envahisseurs d'entrer, comme les murailles d'un château. Ces défenses sont dites non spécifiques, car elles agissent contre tous les microbes, sans distinction. Quand un microbe réussit à franchir la muraille, l'armée intérieure se met en marche. Les leucocytes, ou globules blancs, sont alors les cellules effectrices de l'immunité. Elles naissent toutes à partir des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse. Attention, moelle osseuse, c'est pas épinière, c'est bien moelle osseuse. C'est un piège classique. Pas confondre moelle osseuse et moelle épinière. Les héros de la première ligne. Parmi ces soldats, certains sont spécialisés dans le combat au corps à corps. Ce sont les macrophages. Ils pratiquent la phagocytose, un mot un peu barbare qui signifie littéralement manger les microbes. Visualise une cellule qui engloutit un intrus, le digère puis rejette les déchets par exocytose. Ce mécanisme fait partie de l'immunité innée, celle qu'on a dès la naissance. L'inflammation, la bataille visible. Quand la guerre éclate dans un tissu, tu le vois. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur. C'est la réaction inflammatoire. Elle est déclenchée par des médiateurs chimiques qui dilatent les vaisseaux et augmentent leur perméabilité pour laisser passer les renforts immunitaires. Résultat, un œdème se forme. Mais ce n'est pas une infection en soi, c'est une alarme, un appel à l'aide du corps. Le piège du QCM ne croit jamais que l'inflammation diminue la phagocytose ou réduit la perméabilité vasculaire. C'est exactement l'inverse. L'immunité spécifique, les forces d'élite. Si le combat devient trop ciblé, le corps fait appel à son armée d'élite, les lymphocytes. Deux grands types, les lymphocytes B, qui se transforment en plasmocytes. Ces plasmocytes produisent des anticorps ou immunoglobulines, IG, capables de reconnaître un antigène précis. Et il y a les lymphocytes T, qui agissent directement sur les cellules infectées. C'est l'immunité à médiation cellulaire. Les lymphocytes T cytotoxiques, parfois appelés lymphocytes TC, détruisent les cellules infectées comme des snipers. Les lymphocytes T auxiliaires, TH, coordonnent les autres troupes. Retiens bien, T c'est pour tuer, action directe. B c'est pour bouclier, anticorps. Les organes de l'immunité. Tout ce système vit dans des quartiers stratégiques. La moelle osseuse, le thymus, la rate et les ganglions lymphatiques. La rate filtre le sang, élimine les vieilles cellules et recycle le fer. Les ganglions, eux, sont comme des postes de douane. S'ils gonflent, c'est que l'armée interne est en alerte. Le système lymphatique, les routes de la guerre. Pour faire circuler les troupes, il faut des routes. Ce sont les vaisseaux lymphatiques, où circule la lymphe, un liquide clair contenant des déchets métaboliques et des cellules immunitaires. La lymphe ne suit pas les artères, mais un réseau parallèle. Elle se déverse dans le canal thoracique, puis dans la circulation sanguine. Retiens, la lymphe circule lentement, sans pompe cardiaque grâce au mouvement du corps. Ce système nettoie, draine et défend. Le système immunitaire, c'est la police, l'armée et les services secrets de ton organisme réunis. Mais toutes ces forces ont besoin d'un quartier général pour communiquer, le système nerveux. On plonge maintenant dans une des parties les plus fascinantes du corps humain, celle qui coordonne tout, de la respiration à la mémoire, le système nerveux,
Prépare-toi à voyager dans le réseau électrique du corps humain. Partie 4. Le système nerveux, le grand réseau de communication du corps. Imagine ton corps comme une ville ultra connectée. Chaque quartier, cœur, muscles, organes, reçoit des ordres électriques venus du système nerveux central, le SNC. Le SNC, c'est ton centre de commandement, composé de l'encéphale, le cerveau et ses parties associées, et de la moelle épinière. Le cerveau, tour de contrôle du corps. L'encéphale est logé dans la boîte crânienne, bien protégé par 3 couches appelées méninges, dont la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère. Entre elles circule un liquide protecteur, le liquide céphalo-rachidien, LCR, qui agit comme un coussin amortisseur et transporte aussi des nutriments. Ce LCR circule dans l'espace sous-arachnoïdien. Lorsqu'on en prélève un échantillon, on réalise une ponction lombaire, toujours sous L2, L3, jamais en AL1, pour ne pas toucher la moelle épinière. Les méninges et le LCR sont donc les gardiens du cerveau, comme des boucliers invisibles. L'hypothalamus, le chef d'orchestre caché. Au cœur du cerveau, l'hypothalamus joue un rôle caché. Il contrôle le système nerveux autonome, régule les hormones via l'hypophyse et influence les émotions. C'est un peu le PDG du corps. Il ne bouge pas les muscles, mais il décide quand, pourquoi et comment le reste doit agir. Le bulbe rachidien, le gardien des fonctions vitales. Descends un peu, au niveau du tronc cérébral, se trouve le bulbe rachidien. C'est ici que logent les centres qui régissent la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. Une lésion à ce niveau est souvent fatale, car c'est la zone du pilote automatique de la vie. La moelle épinière, l'autoroute de l'influx nerveux. La moelle épinière est comme une grande autoroute verticale qui relie le cerveau au reste du corps. Elle conduit les influx sensitifs vers le cerveau et renvoie les influx moteurs vers les muscles. La substance grise y est située au centre, en forme de papillon, entourée de substances blanches qui transportent les signaux. Et au niveau des cornes antérieures se trouvent les neurones moteurs. Ce sont eux qui envoient les ordres aux muscles. Les nerfs rachidiens, les autoroutes secondaires. De chaque côté de la moelle, 31 paires de nerfs rachidiens émergent. C'est le lien entre le système nerveux central et le système périphérique. Ces nerfs appartiennent au système nerveux périphérique, SNP, et permettent la communication avec tout le corps. Ils ne naissent pas du tronc cérébral, mais de la moelle. Piège classique, ne pas confondre nerfs rachidiens et nerfs crâniens. Eux viennent du cerveau. Le système nerveux périphérique, les prolongements du cerveau. Ce système comprend les nerfs sensitifs qui apportent les informations, comme les capteurs d'une voiture, et les nerfs moteurs qui envoient les ordres, comme les pédales d'accélérateur. Et à l'intérieur du SNP, on distingue 2 sous-systèmes. Le système nerveux somatique, volontaire pour les mouvements, et le système nerveux autonome, involontaire qui gère le cœur, les glandes, la digestion. Le système nerveux autonome, le mode pilote automatique.
Il se divise en deux. Le système sympathique qui prépare au stress, à l'action, le mode combat ou fuite. Il accélère le cœur, dilate les pupilles et libère du glucose. Et le système parasympathique qui fait l'inverse. Il calme, ralentit la fréquence cardiaque, favorise la digestion et le repos. Un bon moyen mémotechnique. Sympathique, c'est pour le stress. Parasympathique, c'est la paix. Ça commence par S, pareil ici, sympathique S, stress S, et para et P. Voilà. Le thalamus est le rôle du cerveau. Au-dessus du tronc cérébral, le thalamus sert de garde-triage. Il reçoit les signaux sensitifs et les redirige vers les bonnes zones du cortex. Mais attention, le thalamus n'est pas dans l'hypophyse. C'est une confusion fréquente. Le système nerveux central ultra protégé. Le SNC est non seulement protégé par les méninges et le LCR, mais aussi par la barrière hémato-encéphalique, qui filtre le sang entrant dans le cerveau. Rien ne pénètre sans autorisation, pas même certaines substances médicamenteuses. En résumé, le cerveau pense, l'hypothalamus régule, la moelle épinière conduit et les nerfs agissent. Le tout fonctionne comme un réseau électrique où chaque coupure, chaque court-circuit peut bouleverser l'équilibre général. Prochaine étape, on va explorer le système digestif. Un univers fascinant où chimie, mécanique et biologie se rencontrent. Accroche-toi, on entre maintenant dans une partie que tout étudiant IFSI doit savoir par cœur. Le système digestif, la grande chaîne de transformation qui fait passer un repas en énergie pour nos cellules. On va le parcourir comme un voyage à l'intérieur du corps, étape par étape, de la bouche jusqu'à la sortie. Partie 5, le système digestif, le grand voyage des aliments. Ferme les yeux un instant et imagine que tu es un grain de riz. Tu entres dans la bouche et commences un long périple à travers un tunnel vivant, où chaque organe a sa mission précise. La bouche, première étape du voyage. Tout commence ici. Les dents broient la nourriture. C'est la digestion mécanique. Pendant ce temps, les glandes salivaires libèrent la salive, qui contient de l'amylase salivaire, première enzyme digestive. Le but, transformer un aliment solide en une pâte facile à avaler, le bol alimentaire. Le pharynx, carrefour dangereux. Après la bouche, le bol alimentaire arrive au pharynx, un croisement entre la voie respiratoire et la voie digestive. Il comprend 3 parties. Le nasopharynx, au fond du nez, l'oropharynx, derrière la bouche, et le laryngopharynx, au-dessus du larynx. Quand tu avales, l'épiglotte descend comme une trappe pour empêcher la nourriture d'entrer dans la trachée. Si elle rate sa mission, tu t'étouffes, comme quand tu avales de travers. L'œsophage, le toboggan musculaire. Le bol descend ensuite dans l'œsophage, un tube d'environ 25 cm. Chaque déglutition déclenche une onde péristaltique, des contractions coordonnées qui font glisser le bol vers l'estomac. Il possède 2 sphincters, un en haut, le cricopharyngien, et un en bas, le cardia. Aucune villosité intestinale ici. Ce n'est qu'un canal de passage.
L'estomac, le mixeur acide. L'estomac, situé dans la région épigastrique, est une poche musculaire qui malaxe, brasse et digère. Il sécrète 3 substances essentielles. La gastrine, une hormone qui stimule la sécrétion acide. La pepsine, une enzyme qui découpe les protéines. Et l'acide chlorhydrique, HCl, qui détruit les bactéries et active la pepsine. Imagine une marmite où la nourriture est mélangée dans un bain acide. À la sortie, ce n'est plus un bol, mais une soupe semi-liquide appelée chyme. Le foie, la glande géante. Juste à droite, sous le diaphragme, dans la zone de l'hypocondre droit, se trouve le foie, la plus grosse glande du corps. Il fabrique la bile, un liquide vert jaune qui aide à digérer les graisses. Mais attention, le foie ne stocke pas la bile. C'est le rôle de la vésicule biliaire, petite poche accrochée à sa face inférieure. La vésicule biliaire la réserve de bile. La vésicule biliaire stocke la bile produite par le foie et la libère dans le duodénum au bon moment. Elle communique avec le foie par le canal cystique, puis avec l'intestin par le canal cholédoque. C'est ce canal qui s'unit à celui du pancréas, le canal de Wirsung, pour déverser leur suc dans le duodénum. Et oui, cholédoque égale bile, Wirsung égale pancréas. Le pancréas, la centrale chimique. Le pancréas est une glande mixte, exocrine pour la digestion, endocrine pour la glycémie. Il sécrète le suc pancréatique, un liquide basique et non acide, qui neutralise l'acidité du chyme venant de l'estomac. Ce suc contient des enzymes puissantes qui découpent protéines, glucides et lipides. Et ces cellules endocrines, les îlots de Langerhans, produisent 2 hormones clés, insuline et glucagon. Le petit intestin, le grand absorbeur. Le duodénum, le jéjunum et l'iléon forment le petit intestin, tapissé de villosité intestinale, qui augmente la surface d'absorption. Pour rappel, le petit intestin, c'est l'intestin grêle. C'est la même chose. Ici, les nutriments passent dans le sang et rejoignent le foie via la veine porte hépatique. C'est un peu comme si chaque molécule de glucose devait montrer son passeport au foie avant d'être distribuée dans le reste du corps. Le gros intestin, la dernière station. Ce qui reste arrive dans le côlon. Là, l'eau est récupérée, les bactéries terminent la décomposition et les résidus deviennent des selles. Le rectum, situé dans la cavité pelvienne, stocke ces selles avant l'évacuation par la défécation. Petit piège, l'appendice est accroché au caïcum, pas au côlon sigmoïde. La bile et les sucs digestifs, un trio coordonné. Le suc pancréatique contient des enzymes digestives. Le foie, dans l'hypocondre droit, fabrique la bile. La vésicule biliaire la stocke et la libère. Les 3 travaillent ensemble dans le duodénum, première partie de l'intestin grêle. En résumé, mâcher, avaler, brasser, transformer, absorber, éliminer, chaque organe a son rôle dans ce balai parfait. Et pour l'examen, retiens les canaux cholédoques, cystiques,
Wirsung, les sécrétions, la bile, HCl pour acide chlorhydrique, pepsine, gastrine, et la localisation du foie, hypocondre droit. La digestion, c'est le carburant du corps. Mais que fait-on de l'eau et des déchets liquides? On continue donc le voyage dans le corps avec une partie aussi logique que vitale, l'appareil urinaire. Tu vas voir, c'est comme le service de traitement des eaux usées de ton organisme. Tout y est organisé pour filtrer, nettoyer, recycler et évacuer. Partie 6. L'appareil urinaire, le filtre du corps humain. Imagine une grande station d'épuration miniature, logée au fond de ton dos. Deux magnifiques haricots rouges, tes reins. Ils sont asymétriques. Le rein droit est un peu plus bas que le gauche, à cause du foie qui le pousse. Ces organes participent à 3 missions essentielles. Éliminer les déchets, comme l'urée et la créatinine, réguler le pH du sang, et maintenir l'équilibre hydrique du corps. Et comme bonus, ils activent la vitamine D. Pas la vitamine A, c'est un piège fréquent. Donc la vitamine D, c'est pour renforcer les os. Les reins, les usines de filtration. Chacun des 2 reins est traversé par une artère rénale qui apporte le sang à filtrer et une veine rénale qui ramène le sang purifié. Ce sont des organes hautement vascularisés, de véritables filtres vivants. À l'intérieur, on trouve des milliers de néphrons. C'est l'unité fonctionnelle du rein, le cœur du système. Chaque néphron agit comme un petit laboratoire de chimie. 1. Il filtre le sang dans le glomérule. 2. Il réabsorbe les éléments utiles, eau, les ions, le glucose, dans les capillaires péritubulaires. Et 3. Il sécrète les déchets restants pour former l'urine. À retenir pour l'examen, la réabsorption tubulaire, c'est le passage de l'eau vers les capillaires péritubulaires, pas vers le foie ni vers le glomérule. Le trajet de l'urine du rein à la sortie. Une fois produite, l'urine quitte le rein par un petit entonnoir, le bassinet. De là, elle s'écoule dans les uretères, 2 longs conduits musclés qui descendent jusqu'à la vessie. Les uretères n'attendent pas que la gravité fasse le travail. Ils utilisent le péristaltisme, comme l'œsophage pour pousser le liquide. La vessie agit comme une réserve temporaire. Quand elle se remplit, des récepteurs envoient un signal au cerveau. C'est l'envie d'uriner. L'urine est ensuite évacuée par l'urètre, un canal terminal qui ouvre la voie vers l'extérieur. Dans le QCM, ne te fais pas piéger. L'appareil urinaire comprend bien les reins, les uretères, la vessie et l'urètre, et non l'aorte ni la veine rénale. L'équilibre hydrique, une question de réglage fin. L'équilibre de l'eau dans le corps dépend étroitement de la vasopressine, qu'on appelle ADH. Quand tu manques d'eau, l'hypothalamus le détecte et libère de l'ADH, qui dit au rein « Ne jetez plus trop d'eau dans les urines ». Résultat, ton urine devient plus concentrée. A l'inverse, quand tu bois beaucoup, le message s'inverse et l'urine devient plus claire. C'est un exemple parfait de rétrocontrôle négatif.
au service de l'homéostasie. Détour par la vessie et l'urètre. La vessie est un réservoir extensible situé derrière le pubis. Chez l'homme, elle est traversée par le canal éjaculateur avant de rejoindre l'urètre. Chez la femme, l'urètre est plus court et débouche juste devant le vagin. C'est pourquoi les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes. Et petite image pour retenir, imagine un barrage retenant l'eau d'un lac. Quand il faut relâcher la pression, les vannes s'ouvrent pour laisser l'eau s'écouler. Une fois le niveau revenu à la normale, elles se referment pour tout garder sous contrôle. La vessie et ses sphincters fonctionnent exactement de la même manière. En résumé, les reins filtrent, les urétères transportent, la vessie stocke et l'urètre évacue. Tout ce système maintient ton corps propre et équilibré, minute après minute. Maintenant que tu maîtrises la filtration, on va passer à un autre grand système de continuité biologique. On arrive à une partie essentielle, souvent source de confusion à l'examen. L'appareil reproducteur. C'est le système de la continuité de la vie, celui qui fait le lien entre physiologie, hormones et anatomie. Partie 7, l'appareil reproducteur, le langage du vivant. Imagine deux grands ensembles, deux usines complémentaires. L'appareil masculin et l'appareil féminin. Tous deux fabriquent des gamètes, des cellules destinées à la reproduction. Chez l'homme, le rôle des testicules. Les testicules sont les grandes usines du système. Ils sont contenus dans le scrotum et non dans un scutum, comme ça peut se trouver en QCM. Ils ont deux rôles. Produire les spermatozoïdes et sécréter la testostérone, une hormone mâle responsable des caractères sexuels secondaires. Ce sont donc des glandes mixtes, à la fois exocrines pour les gamètes et endocrines pour les hormones. À l'intérieur des testicules, les spermatozoïdes se forment dans les tubules séminifères. Imagine des tuyaux finement enroulés où naissent, grandissent et mûrissent les cellules mâles. Leur trajet est une véritable aventure. Des tubules séminifères, ils passent dans l'épididyme où ils se stockent et deviennent mobiles, puis empruntent le canal déférent qui rejoint le canal éjaculateur, avant d'être expulsés vers l'extérieur au moment de l'éjaculation. Chez la femme, le cycle de la création. De l'autre côté, les ovaires jouent le même rôle fondamental. Produire les gamètes féminins, les ovocytes et sécréter des hormones comme les oestrogènes et la progestérone. Ils sont au nombre de 2 et leur cortex contient les follicules ovariens, de petits cocons où les ovocytes mûrissent. Chaque mois, un follicule dominant éclate. C'est l'ovulation, déclenchée par le pic de sécrétion de LH, hormone lutéinisante. Le follicule rompu devient alors le corps jaune, producteur de progestérone, qui prépare l'utérus à accueillir un éventuel embryon. Si la fécondation n'a pas lieu, le corps jaune régresse, le taux hormonal chute et les règles surviennent. C'est le cycle menstruel, un balai hormonal de 28 jours environ. Petit piège fréquent, certains parlent du follicule de Xaph ou du corps vert à l'examen. C'est bien le corps jaune, de son nom corpus luteum. Donc ça, c'est des pièges.
Corps vert, follicule de De Graaf, ça n'existe pas. C'est le follicule de De Graaf qui existe. Les voies génitales féminines. Les trompes utérines ou de Fallope captent l'ovocyte après l'ovulation et le conduisent vers l'utérus. C'est dans la trompe que se produit la fécondation, la rencontre entre spermatozoïdes et ovocytes. L'utérus, lui, est le berceau potentiel de la vie. Sa paroi comprend 3 couches à bien retenir. Le périmètre, c'est la couche externe. Le myomètre, c'est la couche musculaire. Et l'endomètre, c'est la couche interne, qui s'épaissit puis se desquame pendant les règles. Le bas de l'utérus forme le col de l'utérus, puis vient le vagin, conduit extensible qui relie l'extérieur à l'intérieur. Attention à la localisation, les ovaires ne sont pas dans le col, ni dans l'utérus. Ils sont dans la cavité pelvienne, de part et d'autre. La fécondation et la grossesse. Quand un spermatozoïde et un ovocyte se rencontrent dans la trompe, leur noyau fusionne. C'est la fécondation. Il donne naissance à une cellule unique, le zygote, qui descend vers l'utérus pour s'implanter. C'est la nidation. Le placenta se forme à ce moment-là pour nourrir et protéger le futur embryon. La période fœtale s'étend du 3e mois à la naissance et une grossesse à terme dure environ 41 semaines d'aménorrhée. Ne te laisse pas piéger par le chiffre 46 SA. C'est faux. C'est bien 41. Pendant la grossesse, une hormone spécifique, la HCG, hormone chorionique gonadotrope, est sécrétée par le placenta et non par les glandes mammaires. C'est elle qu'on dose dans les tests de grossesse. La ménopause, la fin du cycle. Chez la femme, la ménopause marque la fin de la période de reproduction. Elle correspond à l'arrêt de la production d'ovocytes et à la chute des oestrogènes. Elle ne concerne pas les hommes, ne survient pas avant 40 ans, sauf pathologie, et ne provoque pas d'ovulation plus fréquente, bien au contraire. En résumé, les testicules, c'est le spermatozoïde plus la testostérone. Les ovaires, c'est les ovocytes plus hormones féminines. Le cycle féminin, la LH, déclenche l'ovulation. Pour le corps jaune, il y a la progestérone. Pour la fécondation, c'est dans la trompe. Le placenta, il produit l'HCG. Et la ménopause, c'est l'arrêt de l'activité ovarienne. Et maintenant, on passe à un nouveau territoire, le squelette et le système locomoteur, le pilier de ton corps et le moteur de tes mouvements. On entre maintenant dans le monde du squelette et des muscles, la grande charpente du corps, le moteur de chaque geste. C'est un chapitre capital en IFSI parce qu'il lie anatomie, physiologie et mouvement. Alors installe-toi et imagine ton corps comme une œuvre d'architecture vivante, faite de poutres, de câbles et de vérins parfaitement synchronisés. Partie 8. Le système ostéomusculaire, la charpente et le mouvement. Les os, la structure de base. Ton squelette, c'est 206 os à l'âge adulte. Il se divise en 2 grandes parties. Le squelette axial, crâne, colonne vertébrale, cage thoracique,
et le squelette appendiculaire, les membres et ceintures scapulaires et pelviennes. La ceinture scapulaire relie les membres supérieurs au tronc. La ceinture pelvienne, les membres inférieurs. Les os sont reliés entre eux par des ligaments qui agissent comme des cordes solides, jamais par des tendons. Eux relient le muscle à l'os. Les os longs, c'est poutres vivantes. Un os long, comme le fémur ou l'humérus, est une poutre creuse formée de deux épiphyses, ce sont les extrémités, et d'une diaphyse, c'est la partie centrale. À l'intérieur, il y a deux types de tissus osseux. L'os compact, dense, qui contient les ostéons, comme des colonnes de béton, et l'os spongieux, léger, rempli de cavités où se loge la moelle rouge hématopoïétique, qui fabrique les cellules sanguines. Ces os se forment par ossification endochondrale. Autrement dit, ils grandissent à partir d'un modèle en cartilage. Et parmi les cellules du tissu osseux, il y a les ostéoblastes qui construisent la matrice osseuse et les ostéoclastes qui la détruisent pour la remodeler en permanence. Ostéoblaste, il y a un B, ça bâtit. Claste, ça détruit. Ça casse, voilà. C'était donc blast, bâtisse, claste, casse. C'est un chantier permanent. Le squelette se reconstruit tout au long de la vie. La cage thoracique, le bouclier vital. La cage thoracique protège le cœur et les poumons. Elle comprend le sternum à l'avant, les côtes, vraies, fausses et flottantes, et le rachis thoracique à l'arrière. Les vraies côtes s'attachent directement au sternum. Les fausses via un cartilage commun, et les flottantes ne s'attachent à rien à l'avant. Ne te trompe pas, le rachis fait bien partie du squelette axial, et les os du crâne aussi. Les articulations, les charnières du corps. Une articulation synoviale relie deux os mobiles. Elle comprend du cartilage hyalin qui tapisse les surfaces articulaires comme du vernis anti-choc, une capsule articulaire, sorte d'enveloppe hermétique, une cavité articulaire remplie de liquide synovial, ce lubrifiant biologique qui permet aux os de glisser sans douleur. Ne confonds pas capsule syllabique, c'est une erreur souvent vue en QCM, avec capsule synoviale. Les mouvements, le ballet musculaire. Chaque mouvement du corps est une chorégraphie de muscles. Un muscle agoniste est celui qui réalise le mouvement. L'antagoniste fait l'inverse. Exemple, le biceps fléchit le bras, le triceps l'étend. Les grands types de mouvements à retenir. La flexion rapproche deux segments osseux. L'extension les éloigne. L'abduction écarte un membre de l'axe du corps. L'adduction le rapproche. La circonduction, c'est un mouvement circulaire combiné. Retiens cette image. Flexion, c'est plier. Extension, c'est saluer.
Les muscles striés, les moteurs du corps. Les muscles striés squelettiques sont les seuls commandés par le système nerveux volontaire. Ils sont élastiques, puissants et attachés aux os par des tendons. Ils permettent les mouvements, mais aussi le maintien de la posture et la production de chaleur. Les sphincters, quant à eux, sont des muscles circulaires, pas fusiformes. Encore un piège classique. La contraction musculaire, l'étincelle du mouvement. Au niveau microscopique, un muscle est composé de milliers de fibres musculaires contenant des myofibrilles. Chaque myofibrille est formée d'unités répétitives, les sarcomères, véritables unités fonctionnelles du muscle. Quand un influx nerveux arrive, ces sarcomères se contractent, le muscle se raccourcit. Les muscles antagonistes se relâchent pendant que les agonistes se contractent. Même au repos, il existe une légère contraction de fond. C'est le tonus musculaire, la contraction minimale qui maintient le corps prêt à agir. Et oui, un muscle qui se contracte ne s'allonge pas, il se raccourcit. Question piège à connaître. En résumé, 200 ciseaux composent la charpente du corps. Les ostéoblastes, ce sont les bâtisseurs. Les ostéoclastes, les démolisseurs. Un os long, c'est 2 épiphyses plus une diaphyse et de la moelle rouge, qui est dans les épiphyses. Une articulation synoviale, c'est du cartilage, plus une capsule, plus du liquide synovial. Les muscles triés, c'est pour le contrôle volontaire, le mouvement, la posture et la chaleur. Le tonus, c'est la contraction minimale permanente. Le corps bouge, se redresse et se protège grâce à son squelette. Mais tout cela n'aurait aucun sens sans le cœur, moteur central de la vie. On poursuit notre voyage intérieur avec le système cardiovasculaire, le grand moteur de la vie. Imagine un réseau routier où circule le sang comme un fleuve continu, porté par un cœur qui ne s'arrête jamais. C'est le chapitre du rythme, de la pompe et des échanges vitaux. Partie 9, le système cardiovasculaire, le moteur et les routes du sang. Le cœur, le centre du mouvement. Ton cœur bat environ 70 à 80 fois par minute au repos. Pas 8, attention au piège de QCM. C'est une pompe musculaire, logée entre les 2 poumons, légèrement orientée vers la gauche, entre les espaces intercostaux 4 à 6. Il est divisé en 4 cavités. 2 oreillettes qui reçoivent le sang et 2 ventricules qui l'éjectent. Le ventricule droit envoie le sang vers les poumons et constitue la face antérieure du cœur. Le ventricule gauche, plus puissant, envoie le sang dans tout le corps. Son muscle est plus épais, car il doit générer une pression élevée pour alimenter tous les organes. Les valves cardiaques les portent à sens unique. Pour éviter tout reflux, le cœur possède des valves qui imposent un écoulement unidirectionnel du sang. 2 grandes catégories, les valves auriculo-ventriculaires. À gauche, il y a la valve mitrale ou bicuspide, à droite, il y a la valve tricuspide. Et il y a les valves sigmoïdes. Elles sont pulmonaires entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire et aortiques entre le ventricule gauche et l'aorte. Erreur classique, la valve mitrale n'est pas tricuspide et les valves sigmoïdes ne sont pas reliées par des cordages tendineux.
la révolution cardiaque, systole et diastole. Le cœur vit une alternance de deux phases. La systole, c'est la contraction des ventricules et éjection du sang. La diastole, c'est le relâchement du muscle, remplissage des cavités. Cette alternance forme la révolution cardiaque, le cycle complet d'un battement. Le rythme cardiaque est orchestré par le système cardio-necteur, un réseau de fibres spécialisées qui transmettent l'influx électrique. Tout commence au nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite. C'est le pacemaker naturel du cœur. Les centres de commande du cœur. Le centre cardiaque se trouve dans l'encéphale, au niveau du bulbe rachidien. C'est lui qui ajuste la fréquence cardiaque selon les besoins. Quand le système nerveux sympathique s'active, la fréquence augmente. Stress, effort. Quand le parasympathique reprend le dessus, la fréquence diminue pour le repos et le sommeil. Piège d'examen, le sympathique ne diminue jamais le rythme cardiaque, il l'accélère. Comme on l'avait vu plutôt, sympathique, le S, c'est pour le stress. Et pour parasympathique, c'est le P de P, tout simplement. Les vaisseaux sanguins, les routes du sang. Le réseau cardiovasculaire se compose de 3 types de vaisseaux. Les artères, qui transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines, qui ramènent le sang vers le cœur. Les capillaires, où se font les échanges entre le sang et les tissus. Les artères ont une paroi épaisse et élastique, capable de résister à la pression. Les veines, plus fines, sont équipées de valvules pour éviter le reflux. Mais les artères n'en ont pas. Quant aux capillaires, ils sont si fins qu'un seul globule rouge peut y passer à la fois. Retiens, les artères transportent du sang oxygéné, sauf les artères pulmonaires, qui transportent du sang veineux vers les poumons. La circulation, un double circuit vital. La circulation pulmonaire, c'est le petit circuit. Le sang pauvre en oxygène quitte le ventricule droit, va vers les poumons via l'artère pulmonaire, se recharge en oxygène, puis revient dans l'oreillette gauche. La circulation systémique, c'est le grand circuit. Le sang oxygéné quitte le ventricule gauche par l'aorte, alimente tout le corps, puis revient appauvri en oxygène dans l'oreillette droite par les veines caves. Une circulation parallèle existe, c'est la veine porte hépatique, qui transporte les nutriments du tube digestif vers le foie. Les artères coronaires, le carburant du cœur. Le cœur se nourrit lui-même grâce aux artères coronaires, qui sortent de l'aorte. Elles irriguent le muscle cardiaque, le myocarde. Quand elles se bouchent, le muscle manque d'oxygène. C'est l'infarctus du myocarde. Le sang coronarien revient ensuite par le sinus coronaire, vers l'oreillette droite. Les protections du cœur. Le cœur est entouré du péricarde, une enveloppe résistante qui le maintient en place tout en lui permettant de battre librement. Les ligaments péricardiques l'attachent à la cage thoracique, comme des haubans d'un mât de navire. En résumé, dans le cœur, il y a 4 cavités, 2 oreillettes, 2 ventricules. Les valves peuvent être mitrales ou bicuspides. On peut aussi l'appeler la valve bicuspide, la mitrale. Tricuspide, pulmonaire, aortique. Le rythme cardiaque, il est contrôlé par le nœud sinusal,
plus le bulbe rachidien. La systole, c'est la contraction. La diastole, c'est le repos. Les artères amènent le sang oxygéné. Les veines, le sang désoxygéné, sauf exception pour la pulmonaire. La circulation pulmonaire, c'est pour l'oxygénation. La circulation systémique, c'est pour la distribution. Et qui dit cœur, dit respiration. Sans oxygène, la pompe s'arrête. On passe maintenant à une partie absolument essentielle, le système respiratoire, l'usine à oxygène du corps humain. Imagine-le comme une immense aération, où l'air entre, s'épure et repart chargé de gaz. C'est un balai de muscles, de conduits et d'échanges invisibles, qui permettent à chaque cellule de respirer. Partie 10, le système respiratoire, l'usine à oxygène du corps. Les voies aériennes, les portes de l'air. Tout commence au niveau du nez, véritable filtre biologique. Les cavités nasales sont tapissées de vibrisses, sont des petits poils, et de cellules ciliées, recouvertes de mucus. Leur mission, filtrer, humidifier et réchauffer l'air inspiré. Dans ces cavités, on trouve 3 cornets qui augmentent la surface de contact avec la muqueuse. Un peu comme des ailettes de radiateur. C'est le premier piège de QCM. Il n'y a pas 2 cornets, mais 3 par côté. Ce mucus retient la poussière et les microbes, que les cils repoussent vers la gorge pour être avalés. C'est la clairance mucociliaire. Les cavités nasales ont donc une fonction respiratoire, pas digestive. Ça, c'est un piège évident. Je pense que même sans le cours, on peut le savoir. Mais il y a des pièges qui sont plus évidents et d'autres moins. Le pharynx et le larynx, le carrefour. L'air descend ensuite vers le pharynx, puis le larynx, où se trouvent les cordes vocales. Un petit clapet magique, l'épiglotte, s'abaisse à chaque déglutition pour empêcher les aliments de descendre du mauvais côté. Tu l'as déjà senti, quand elle rate, tu t'étouffes. Le larynx continue par la trachée, le grand tuyau de ventilation. La trachée, le tronc de l'arbre respiratoire. La trachée fait partie des voies aériennes inférieures. C'est un conduit de 10 à 12 cm, renforcé par des anneaux cartilagineux incomplets, pour qu'elle reste ouverte, un peu comme une paille semi-rigide. Sa muqueuse ciliée élimine les impuretés grâce à un tapis roulant de cils et de mucus. La trachée se divise en 2 bronches souches, droite et gauche, qui pénètrent dans les poumons par le hile pulmonaire. Piège classique, ce ne sont pas les bronchioles qui entrent dans les poumons, mais bien les bronches souches. L'arbre bronchique, les branches de la respiration. Les bronches se ramifient comme les branches d'un arbre. Bronches solaires, segmentaires, puis bronchioles. Plus on descend, plus le diamètre diminue et plus les parois perdent leur cartilage. Les bronchioles n'en ont plus. Elles sont faites de muscles lisses. Leur rôle, amener l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires, les petites grappes terminales de ce grand arbre. Retiens, c'est un peu comme un arbre. Le tronc, c'est la trachée. Les branches sont les bronches. Les rameaux, les bronchioles.
et les feuilles, les alvéoles. Les poumons, les grands sacs de vie. Tu as 2 poumons séparés par le médiastin, où se loge le cœur. Le droit a 3 lobes, le gauche a 2 lobes, car il doit laisser la place au cœur. Ils sont recouverts d'une fine enveloppe, la plèvre, double membrane, viscérale et pariétale, avec un liquide lubrifiant entre les 2 feuillets. Ce liquide évite les frottements à chaque respiration. Les alvéoles, les bulles d'échange. L'alvéole pulmonaire est l'unité de base des poumons. C'est là que se fait la respiration cellulaire externe, l'échange gazeux entre l'air et le sang. Chaque alvéole est entourée d'un réseau de capillaires sanguins. C'est la membrane alvéolo-capillaire. Je vais le redire là. C'est la membrane alvéolo-capillaire. À travers cette fine membrane, à travers cette fine barrière, l'oxygène, O2, diffuse de l'alvéole vers le sang, tandis que le dioxyde de carbone, CO2, fait le chemin inverse. Tout cela grâce à un gradient de pression. L'O2 va du plus concentré vers le moins concentré. Les pneumocytes de type 2 sécrètent une substance clé, le surfactant, qui empêche les alvéoles de s'affaisser. Sans surfactant, les poumons s'effondreraient à chaque expiration. Imagine un ballon collant qui refuse de se regonfler. La mécanique ventilatoire, inspirer et expirer. Respirer, c'est simple mais précis. Chaque cycle respiratoire comprend une inspiration et une expiration. Inspiration, c'est un mécanisme actif. Le diaphragme se contracte et s'abaisse. Le thorax se dilate, l'air entre. L'expiration, c'est passif au repos. Les muscles se relâchent, le thorax revient en position initiale et l'air sort. Les centres respiratoires se situent dans le bulbe rachidien et la protubérance, partie du tronc cérébral. Ils ajustent la fréquence selon le taux de CO2 dans le sang, pas selon l'O2, contrairement à ce qu'on croit souvent. Les gaz respiratoires, l'échange vital. L'oxygène, O2, est transporté dans le sang par l'hémoglobine, des globules rouges. Le CO2, lui, circule surtout sous forme d'ion bicarbonate, HCO3-. Les tissus captent l'O2 et rejettent du CO2, que les poumons expulsent ensuite. Retiens les 3 vérités d'or. O2, transporté par l'hémoglobine. CO2, transformé en ion bicarbonate. Les ions bicarbonate, c'est ça là-haut, HCO3-. Et le CO2 est un paramètre régulé en continu pour maintenir le pH. Le rôle global du système respiratoire. Le système respiratoire permet 3 choses. L'apport d'oxygène pour les cellules, l'élimination du dioxyde de carbone, la régulation du pH du sang, en collaboration avec les reins. C'est un système d'équilibre permanent, où chaque respiration, même discrète, maintient la vie. En résumé, les voies respiratoires, dans l'ordre, il y a le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, puis les alvéoles. Les surfactants, ce sont des substances des pneumocytes 2. Ils évitent le collapsus alvéolaire. L'inspiration est active, l'expiration est passive. Les centres respiratoires
se trouve dans le tronc cérébral. Pour les gaz, l'O2 est transporté par l'hémoglobine et le CO2, il est surtout présent sous forme d'ion bicarbonate, HCO3-. Et quand tes poumons travaillent, tes yeux et tes oreilles restent à l'affût du monde extérieur. On passe à la partie 11, les organes des sens. Un univers fascinant où ton corps devient une antenne. Il capte la lumière, le son, le mouvement, les odeurs, les goûts, et envoie tout ça au cerveau, ton grand centre d'analyse. Tu vas voir, c'est comme si on entrait dans la salle de contrôle sensoriel du corps humain. Partie 11, les organes des sens, les fenêtres du monde. Le globe oculaire, la caméra du cerveau. Imagine ton œil comme une caméra biologique, ultra précise. Sa coque externe, la sclérotique, est blanche et rigide. C'est la carrosserie de l'œil. À l'avant, elle devient transparente. C'est la cornée qui laisse passer la lumière. Derrière, on trouve le cristallin, une lentille qui ajuste sa forme pour faire la mise au point, un peu comme l'objectif d'un appareil photo. Il permet de voir net, de près comme de loin. L'intérieur de l'œil est rempli d'un gel clair, le corps vitré, qui maintient la forme du globe. Et tout au fond, tapissant la paroi, se trouve la rétine, la pellicule sensible de cette caméra vivante. La rétine contient deux types de photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets captent la lumière faible, donc utile la nuit. Les cônes, eux, assurent la vision des couleurs et des détails fins. Les cônes sont concentrés dans la fovea, au centre de la rétine. C'est le point de vision la plus nette. Retiens bien, cône, c'est pour la couleur et la clarté. Bâtonnet, c'est pour la nuit et les mouvements. Et non, les cônes ne servent pas à la vision nocturne. C'est un piège classique. Le trajet de la lumière. La lumière entre par la cornée, traverse l'humeur aqueuse, le cristallin, le corps vitré et atteint la rétine. Là, l'image est inversée et transformée en un flux nerveux. Ces signaux partent par le nerf optique jusqu'au cortex visuel, à l'arrière du cerveau, qui remet tout à l'endroit et donne du sens à ce que tu vois. L'oreille, l'organe du son et de l'équilibre. Maintenant, ferme les yeux et imagine un son qui arrive jusqu'à toi. Ce son est une vibration de l'air, captée par ton pavillon, la partie visible de l'oreille. C'est ce qu'on appelle généralement l'oreille, le pavillon. L'onde sonore, d'ailleurs c'est une erreur de l'appeler souvent oreille parce que l'oreille c'est en 3 parties. Donc ce qu'on voit à l'extérieur là, l'oreille, là, ce qu'on appelle généralement l'oreille en fait, ça s'appelle le pavillon. L'onde sonore entre dans le conduit auditif externe et frappe le tympan, une fine membrane qui se met à vibrer. Derrière le tympan se trouve la chaîne des osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces 3 minuscules leviers amplifient le son et le transmettent à la cochlée, dans l'oreille interne. Le tympan et les osselets appartiennent à l'oreille moyenne. L'oreille externe, elle, comprend seulement le pavillon et le conduit auditif externe, pas la trompe d'Eustache ni les osselets. Astuce pour t'en souvenir, ce que tu vois à l'extérieur, c'est-à-dire le pavillon, couramment appelé l'oreille, et ce que tu peux nettoyer, le conduit auditif, font partie de l'oreille externe. Mais bon, aujourd'hui, c'est très...
Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas nettoyer les oreilles avec du coton-tige, mais bon. Certains le font, d'autres le font pas. On n'est pas venu... Voilà. Mais en tout cas, c'est juste pour comprendre l'image. Voilà, c'était... Voilà. Dans la cochlée, des cellules ciliées transforment les vibrations en signaux électriques. Ces signaux sont envoyés au nerf auditif, direction cerveau. L'équilibre, le gyroscope du corps. Juste à côté de la cochlée se trouve le labyrinthe membraneux, où sont logés les canaux semi-circulaires. Ces canaux contiennent un liquide qui bouge selon les mouvements de ta tête, un peu comme l'eau dans un niveau à bulles. Les récepteurs détectent ces déplacements et envoient l'information au cerveau pour ajuster la posture et la coordination. C'est grâce à eux que tu tiens debout, même les yeux fermés. Les autres sens, toucher, goût, l'odorat. Même si le sujet que je t'explique aujourd'hui se concentre sur vue et audition, c'est assez relatif à ce QCM en particulier, n'oublie pas les autres. Les autres, tu pourras les voir plus en détail dans les autres QCM que je corrige. Le toucher dépend des récepteurs cutanés, pression, température, douleur. Le goût naît des papilles gustatives, qui reconnaissent sucré, salé, acide, amer, umami. L'odorat capte les molécules volatiles dans les fosses nasales, reliées directement au système limbique. C'est pourquoi une odeur peut déclencher un souvenir instantané. En résumé, l'œil est composé d'une sclérotique, c'est la coque, d'une cornée, qui est transparente, d'un cristallin qui permet le focus, d'un corps vitré, c'est le remplissage de l'œil, et d'une rétine, au fond, ce sont les capteurs. Les cônes, c'est pour la vision des couleurs, haute résolution, concentrée à la fovea. L'oreille externe, c'est le pavillon, qu'on appelle couramment l'oreille, plus le conduit auditif. L'oreille moyenne, c'est le tympan plus les osselets. L'oreille interne, c'est la cochlée pour l'audition, plus les canaux semi-circulaires pour l'équilibre. Et maintenant que ton corps sait voir, entendre et sentir le monde, il lui reste à se transmettre lui-même. C'est le rôle du dernier grand chapitre de ce récit, la génétique et l'héritage du vivant. On arrive à la dernière grande étape de ce voyage, à l'intérieur du corps, la génétique. C'est le cœur du vivant, le code secret qui écrit qui tu es, comment ton corps fonctionne et comment il se reproduit à l'identique ou presque. On va le dérouler comme une histoire de transmission, celle d'un message qui voyage de cellule en cellule, depuis la nuit des temps. Partie 12, la génétique et l'information cellulaire, le code de la vie. L'ADN, la bibliothèque de ton corps. Imagine ton ADN comme une immense bibliothèque, contenant toutes les instructions pour construire et faire fonctionner ton corps. Chaque livre est un gène, et l'ensemble forme ton génome. Cet ADN est présent dans le noyau de chaque cellule, mais aussi dans les mitochondries. Petit détail des QCM à retenir. L'ADN est constitué de 2 brins enroulés en double hélice, reliés par 4 bases. A, T, C, G. C'est ce code binaire du vivant qui dicte la fabrication des protéines. Le nucléosome, le rouleau compact. Pour tenir dans le minuscule noyau, l'ADN est enroulé autour de petites protéines appelées histones. Un nucléosome
correspond à 146 paires de bases d'ADN enroulées autour d'un noyau d'histone. Imagine un fil de laine enroulé autour d'une bobine, des milliers de fois jusqu'à former un chromosome. Du gène à la protéine, la grande traduction. Le gène, c'est le plan, mais pour l'utiliser, il faut 2 étapes. La première, la transcription. L'ADN sert de modèle pour fabriquer un ARN messager, ARNM. Et la deuxième, c'est la traduction. L'ARN messager sort du noyau, se fixe sur un ribosome et la cellule traduit ce code en protéine. Le produit final, c'est donc la protéine, pas l'ARN, un piège classique en QCM. La réplication, copier sans se tromper. Avant qu'une cellule se divise, elle doit copier tout son ADN. C'est la réplication, un mécanisme fidèle qui duplique la double hélice. Chaque nouvelle cellule hérite d'une copie identique. Tu peux l'imaginer comme une photocopieuse ultra précise. Mais même la meilleure machine fait parfois des erreurs. Ce sont les mutations. La méiose, la loterie du vivant. Pour fabriquer les gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, le corps utilise un mode de division spécial, la méiose. Contrairement à la mitose, qui donne 2 cellules identiques, la méiose produit 4 cellules différentes, contenant la moitié des chromosomes. Chez l'humain, chaque cellule contient 46 chromosomes, composés en 23 paires. Les gamètes, eux, n'en ont que 23. C'est ce qu'on appelle un haploïde. À la fécondation, les 2 jeux se réunissent. 23 plus 23 égale 46, le nombre normal pour un individu. Pendant la méiose 1, il y a un brassage intrachromosomique. Les gènes se mélangent, assurant la diversité génétique. C'est pourquoi aucun être humain, sauf les vrais jumeaux, n'est exactement identique. Les anomalies chromosomiques, quand la copie se dérègle. Parfois, il y a une erreur dans la répartition des chromosomes. On obtient une aneuploïdie, c'est-à-dire un nombre anormal de chromosomes. Un exemple emblématique, la trisomie 21, où il y a 3 copies du chromosome 21. Mais il en existe d'autres, comme la trisomie 18, visible sur un karyotype, la photo des chromosomes classés par taille et par paire. Un karyotype peut être fait en diagnostic prénatal pour détecter ces anomalies. Et oui, on peut y voir si c'est un homme, XY, ou une femme, XX. Le message de la vie. À chaque instant, ton ADN se lit, s'exprime, se répare. Et même si toutes tes cellules ont le même ADN, elles n'en utilisent qu'une partie. Un neurone ne lira pas les mêmes chapitres qu'une cellule du foie. C'est la magie de la spécialisation. On dit souvent que le gène est une phrase et l'ADN le livre de la vie. Chaque génération s'ouvre à nouveau pour que l'histoire continue. En résumé, l'ADN, c'est présent dans le noyau et les mitochondries. Un nucléosome, c'est 146 paires de bases plus des histones. La réplication, c'est la copie de l'ADN avant la division. La traduction, c'est une production de protéines à partir d'ARN messager. La méiose, c'est pour former les gamètes qui possèdent 23 chromosomes, ça permet le brassage génétique. L'aneuploïdie, c'est une anomalie du nombre de chromosomes.
Le karyotype peut être fait en diagnostic prénatal et on classe les chromosomes par taille. Et voilà, tu viens de traverser tout le corps humain, de la cellule à la vie entière. Un voyage de la physiologie à la génétique, raconté comme un récit vivant. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés, ici tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.